Alors que la pièce se joue avec succès depuis le 6 février, que se passe-t-il 2 jours avant une première représentation? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode numéro 2 du podcast Les coulisses de Marilyn, consacré à la pièce En attendant Albert. Allez, c'est parti, petit retour en arrière. Nous venons d'arriver dans les coulisses de la scène parisienne et là les comédiens sont en train d'enregistrer des petites vidéos. T'as qu'à dire viens, c'est par là. Ouais, oui, viens, c'est par là. Ah oui, c'était oui, je vais vous montrer le plateau. Ouais, c'est ça. Allez, venez. Je vous montre le plateau. Bonjour, moi je suis Delphine, je m'occupe des réseaux sociaux. Donc je poste des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux pour communiquer sur la pièce. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est venu tourner quelques petites séquences qu'on va poster sur les réseaux sociaux demain et après-demain, avec Tom Almodar en premier lieu, qui annonce la première dans quelques jours, et puis avec Pierre Denis, qui pareil nous a fait un petit menu pour présenter la pièce. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Team manager, là, c'est la première fois, parce que je suis au départ journaliste, mais c'est très amusant. Je découvre un monde que je ne connaissais pas. Et journaliste en quoi ? C'est dans la vulgarisation scientifique. C'est quelque chose que tu vas continuer à faire ? J'espère. Que du théâtre ou ça peut être sur d'autres choses ? Ça peut être aussi sur d'autres choses. Ouais, très bien. Super, merci. Il n'y a personne dans le champ. Ouais, c'est parfait. Ça, c'est bien ? Ouais. Alors, attention. Alors, tu parles, tu regardes la caméra, tu me regardes pas moi. Oui, bien sûr. Mais tu veux que je dise, on est au théâtre de la scène parisienne. Ah oui. Voilà, demain, c'est la grande première. Oui, très bien. Voilà, on est en train d'installer le décor. Bonjour. Nous sommes le mercredi 5. Demain, c'est la grande première de la pièce En attendant Albert, au théâtre de la scène parisienne. Donc voilà, c'est comme si on était un peu dans un grand restaurant où on est en train de préparer le menu pour demain. Alors évidemment, tout est prêt, le repas va être formidable. On est en train de mettre les derniers petits aromates derrière les coulisses et on installe le décor. Et demain, je suis sûr que vous allez vous régaler à 19h30 pour cette pièce. Voilà, j'espère que vous serez là. À demain. Nickel, on va la doubler. Oui. Et c'est parfait. C'est génial. On continue notre chemin et on va voir ce qui se passe en loge. Ça me va. Juste, attends, elle est où la veste kaki ? Bonjour, je suis Marina Massoko, je suis la chef costumière pour la pièce En attendant Albert. Comment es-tu arrivée sur ce projet ? Parce que ça fait 6 ans que je travaille avec le producteur, donc Charles Hennequin. Je suis un peu sa costumière attitrée, il a totale confiance en moi. Il a voulu que je sois là pour le projet. Alors d'habitude, lui, il travaille plutôt sur la pub. Tout à fait. Et là, en fait, c'est ta première fois sur une pièce de théâtre ? Alors pour moi, oui, mais j'ai travaillé pendant 5 ans pour l'Opéra de Marseille. Et après, je fais des longs métrages, des courts métrages, des clips, des pubs. Donc je suis habituée à changer tout le temps. Mais là, je suis assez contente de faire du théâtre parce qu'on peut exagérer les choses, c'est ça qui est bien aussi. Le fait que ce soit de l'instantané tous les jours. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as lu la pièce et du coup il y a eu des idées qui se sont arrivées ? Ou c'est le metteur en scène qui t'a dit je voudrais ci, je voudrais ça ? On te donne un cahier des charges ou pas du tout ? En lisant, bien sûr, on a des idées. Après, je prends pas de décision toute seule, bien entendu. Je m'en réfère aussi à la personne qui a écrit. Mais oui, globalement, les idées sont arrivées en le lisant. Et t'es contente de tes costumes ? Écoute, là aujourd'hui, ça s'est précisé. On a finalisé pas mal de choses, donc oui, je suis plutôt contente. Surtout contente que les comédiens se sentent à l'aise avec leurs costumes, parce que c'est ça une des choses les plus importantes. Tu les fabriques les costumes ou tu vas les acheter dans des magasins ? Je ne fais pas de fabrication de costumes parce que je n'ai pas cette formation-là, ce qui n'est pas grave. Longtemps, je me suis dit mince, tu fabriques pas de costumes, mon Dieu, mais t'es pas une vraie costumière. En fait, non, j'élabore des personnages. Et je vais réfléchir, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, quel accessoire serait important pour donner vraiment l'impression que le personnage est vivant en fait, qu'il existe. Donc non, je ne fabrique pas de costumes, mais j'ai des personnes à côté de moi qui peuvent le faire. Et donc tu vas les acheter dans des magasins qui sont des magasins spécialisés pour le théâtre ou des magasins comme les grandes enseignes ? Quand on va partir dans des détails en particulier, forcément où je suis obligée d'acheter ou de louer. Ou moi j'ai mon propre stock costume depuis des années, donc je vais piocher dedans et voilà. Donc c'est un peu un tout. On va bidouiller des trucs, on va imaginer des choses au moment où on fait l'essayage en fait. C'est à ce moment-là qu'on voit ce qu'il nous faut et quand on parle au comédien aussi qui a sa vision de la chose, donc c'est là qu'on élabore tout ça et
Il faut savoir que moi j'étais aide-soignante avant, dans ma vie d'avant. J'ai changé totalement de métier. C'était il y a 15 ans maintenant. Pas de formation, mais c'est vraiment de l'instantané. Alors comment on passe de aide-soignante à costumière? Quel est le déclic? Toujours suivi ma propre raison, ce qui me parlait. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait de la photo. Et c'est la photo qui m'a amenée à la mise en scène et la mise en scène qui m'a amenée au costume. Et j'ai eu la chance de pouvoir être prise à l'Opéra de Marseille. Voilà, la première fois que j'ai fait un spectacle, j'ai pleuré. Voilà, ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit j'ai tellement de chance d'être là. C'était magnifique de voir tout ce que tu peux faire avant, c'est-à-dire tu vois les choses en lumière mais sans les costumes, tu vois le décor sans les gens, sans les costumes, et ensuite quand tu vois tout réuni, la lumière, tout, tu te dis waouh, en fait nous tous on a fait tout ça quoi. Et c'est magnifique de voir ça et de se dire qu'en groupe on peut faire toutes ces choses-là. Voilà. Moi j'aime beaucoup le travail de groupe, j'aime pas faire les choses juste pour moi. Et pour les besoins de la pièce, il y a beaucoup de représentations, il y en a 60 je crois. Oui. Tu prévois de doubler les costumes? Certains oui, pas tous les costumes parce que malheureusement on a un cahier des charges aussi économique où on peut pas non plus tout doubler. Mais oui, par exemple pour Pierre je vais lui prévoir 2 chemises pour que lui ne se retrouve pas à avoir sa chemise de la veille qui a peut-être une tache ou qui est froissée. Je peux pas tout doubler. Sans me donner le budget, est-ce que tu peux me donner une fourchette? Je pense que là, pour les 5, je pense qu'il y en a eu pour entre 1000 et 1002, je parle en TTC. Et encore, il y a des choses que j'ai piochées dans mon stock. Et après, les costumes, ils deviennent quoi? Parfois, on me les laisse, ou si les costumes leur plaisent, ils vont les racheter. Normalement, je suis pas censée garder les costumes, mais si le producteur veut, si tout le monde est OK, il y a certaines choses qui vont me revenir. Ouais, notamment ce qui m'appartient en fait. D'accord. Eh bien merci. Voilà, la veste, elle est classe. Hein. Enfin, moi j'aime bien. J'ai repris les manches. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un truc. Hein. Tu vois, j'arriverai comme ça. Et après, approcher, par exemple, tac, je l'enlève, je la pose sur la chaise. Je trouve que c'est pas mal. T'en penses quoi toi? Ouais, c'est bien. Après, comme elle dit Marina, elle sera repassée. Après, une fois qu'elle sera repassée, il n'y aura pas besoin de la repasser tout le temps. Pendant que Tom Almodar finit de choisir sa veste, si on allait papoter avec quelques comédiens. Je suis avec Pierre Denis, qui fait partie du casting de la pièce En attendant Albert. Quel est votre personnage? Alors mon personnage qui s'appelle Albert, qui est attendu par sa femme dans le caveau de famille. La pièce se passe donc dans un caveau de famille où toute une famille va se retrouver avec des surprises, des rebondissements et des règlements de compte. Mais c'est une belle comédie. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Olivier Massé, le metteur en scène, m'a contacté. Olivier Massé, avec qui j'ai déjà fait une pièce qui s'appelait Double Jeu au Théâtre du Gymnase en 2020, que je connais depuis très longtemps. Dès que j'ai lu la pièce, j'étais ravi de jouer ce personnage et de rentrer dans cet univers à la fois un peu insolent et un peu drôle et sarcastique. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire cette pièce. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre personnage et vous dans la vie? Il y a évidemment quelques passerelles entre mon personnage et moi, puisque une partie de cette pièce traite du changement de mentalité entre les années 70 et aujourd'hui, de la génération Z, baisse de petits conflits de génération. Et donc oui, moi évidemment en tant que sexagénaire, j'ai parfois des petites réactions qui peuvent être qualifiées de boomer par les jeunes et tout ça, puisque j'ai passé moi ma jeunesse dans les années 70 et que c'est vrai que la jeunesse dans les années 70 n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Voilà. Alors il y a certainement des choses qui sont mieux aujourd'hui, mais il y avait quand même des choses qui étaient mieux avant. Comme quoi? Comme le fait qu'il n'y avait par exemple pas de réseaux sociaux. Eh bien, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Ça veut dire que tous les enfants avaient un bouquin dans les mains. Ils lisaient, dans le métro tout le monde avait le journal, avait un livre, dans les écoles aussi. Peut-être que ça a amélioré un petit peu la culture et l'instruction de tout le monde. Voilà, plein d'autres petits détails, mais je trouve que voilà, il y avait une espèce d'intelligence un peu différente. Oui. Cette pièce parle aussi des retrouvailles d'une famille après la mort. Le fait de jouer ce rôle, est-ce que ça vous a fait réfléchir sur le sujet? C'est aussi un des intérêts de la pièce, c'est que c'est un sujet qui n'est jamais abordé. C'est la première fois de ma vie que je fais connaissance avec une pièce qui se passe sous terre, avec des gens qui sont tous morts. Et toute la pièce se passe après leur vie et ils règlent leur compte sous terre dans le caveau de famille. Et c'est vrai que oui, ça réveille quelques petites réflexions et ça fait un drôle d'effet de penser que voilà, on peut se retrouver comme ça, sous terre, avec les gens qu'on a aimés, en effet. Alors vous êtes aussi un homme de télévision, on vous a vu dans plein de séries. La dernière, c'était Demain nous appartient. Votre personnage était Renaud Dumas. J'en ai parlé autour de moi et tout le monde vous regrette. Je sais, il y a même eu une pétition avec un nombre très important de signatures pour me faire revenir, parce que... Oui, en effet, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais la production a décidé au mois d'avril de se séparer de moi en me faisant mourir. Bon...
C'est évidemment très dommage parce que lorsqu'on fait une série quotidienne, on est un peu comme le tonton ou le cousin ou le grand-père des gens, puisqu'on est dans leur canapé tous les soirs à 19h et que ça engage une proximité, une connivence avec le public qui est très agréable en effet. Vous êtes un comédien complet? Théâtre, cinéma, télé, mais aussi ligue d'improvisation. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, le théâtre est le domaine qui me procure le plus d'émotions, ça sans aucun doute. Depuis 1980, ça doit être ma 45 ou 48e pièce, je sais plus. Mais en tout cas, oui, les émotions sont vraiment supérieures au théâtre parce que c'est un laboratoire où on va chercher au plus profond de soi-même, où on a des répétitions avec les autres et on se met tout nu. En fait, on essaye de mettre à nu nos sentiments. Enfin, c'est vraiment une belle émotion. En revanche, j'ai fait beaucoup de tournages, dont certains très très agréables aussi. Le côté sympathique souvent de vos personnages, est-ce qu'il y a une catégorie de rôle que vous préférez? Lorsqu'on fait ce métier, on est dépendant principalement de son physique. Et c'est vrai que le fait d'être plutôt grand et plutôt sportif et tout ça m'a souvent fait avoir des rôles de notaire, d'avocat, de médecin, de procureur. Voilà, on m'a rarement donné des rôles de psychopathe qui tue des enfants et qui fait des braquages et tout ça. Ça m'est arrivé quelquefois. Et c'est vrai que ces quelques fois où ça m'est arrivé, c'était très intéressant pour moi parce que j'allais explorer un domaine qui m'était complètement étranger. Et le fait d'être le salaud de l'affaire ou d'un film policier, comme ça m'est arrivé quelques fois, m'a fait très plaisir parce que c'est une manière d'aborder le rôle d'une manière différente en effet. En même temps, je comprends qu'on aille vers l'évidence que le physique décide, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets à la télé? Je viens de finir, là, il y a quelques semaines, un épisode de Camping Paradis qui va passer au printemps ou cet été, je pense. J'ai en effet quelques pistes à la télé dont je ne parlerai pas pour l'instant, parce que comme tous les acteurs, tant que ce n'est pas signé, on n'ose pas trop en parler, mais avec pas mal de réalisateurs, dont beaucoup que je connais. C'est aussi un peu l'avantage des années et des décennies qui passent, c'est que voilà, on commence à connaître du monde et on commence à être un peu habitué à tout ce monde-là. Et puis surtout, j'ai beaucoup de projets au théâtre. Ma vraie préoccupation, c'est le théâtre, et il y a en effet pas mal de projets, dont un pour Avignon 2026, peut-être avec une création à Paris dès l'automne, une pièce sur Picasso, et quelques autres projets, mais bon, dans le théâtre, tous les comédiens de théâtre le savent, il faut avoir 7-8 pistes pour qu'il y en ait une ou deux qui réussissent. C'est toujours comme ça. Eh bien, je vous remercie. Les comédiens vont faire un dernier filage dans les conditions du direct avant le jour J. C'est parti, on s'installe et on écoute. Chers spectateurs, bienvenue à la scène parisienne. Vous êtes 6 pieds sous terre, le premier jour après votre vie. Ici, les sacs à main, les montres, les trottinettes électriques, les téléphones portables, plus rien n'a d'importance. L'histoire commence ici. Qu'est-ce qu'il fout, Albert? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Non, mais c'est pas possible. Il m'a planté là, toute seule, dans ce trou à rats. Il m'a dit, bouge pas, j'arrive tout de suite. Ce sera pas long, 1 mois ou 2, 3 ou 4 au plus. Et après, on se quittera plus. Ah, il m'a sorti le grand jeu, hein. Janine, ma Janine, t'es mon Amérique à moi, t'es toute ma vie, t'es tellement jolie, t'es tellement tout ça. Il m'a dit des je t'aime à n'en plus finir. Il m'avait même apporté du lilas. Parce que moi, j'aime bien ça, le lilas. Et un Monopoly contre l'ennui, ça j'ai... M'embrasser sur le front. À tout de suite, chérie. Et d'un seul coup, clac! Le couvercle s'est refermé. La nuit, le silence. Depuis, j'attends Albert. Non, c'est pas vrai. Elle est morte, Janine. Albert Lanternier a l'immense tristesse de faire part du décès de son épouse Janine Lanternier le 12 septembre 2015. On s'aimait pas beaucoup, on s'est jamais vu, elle m'a bien cassé. Mais quand même, ça me fait bizarre, Janine morte et enterrée. Oh, pauvre Albert. Faudrait que je l'appelle, tiens. Si je retrouve son numéro. Mais qu'est-ce qu'il fait, Albert? Il rit, il pleure. Je voudrais bien savoir. Bonjour, nous sommes le 14 juillet 2020. Le publicitaire Albert Lanternier est décédé ce matin d'une crise cardiaque alors que le président de la République lui remettait la Légion d'honneur. Je vois rien, je suis aveugle. Albert, je suis là. Calme-toi. J'étais à l'Élysée, le président parlait, j'ai entendu ces mots.
Légion d'honneur, Albert, grand publicitaire. Et puis tout s'est écroulé. Le noir, le silence, Je suis où? Je suis où? Au fond du trou. T'es mort. C'est toi, ma petite chatte? Ma petite chatte, le pauvre, il est complètement déphasé. Janine, ton épouse. Clac, musique. Merci d'avoir été là et d'avoir assisté à cette pièce. Tralala, tralala, tralala. Avec Tom Almoda. Merci. Aéla Chanel. Jeanne Savary. Wouhou. Marie-Bénédicte Roy. Et Pierre Denaille. Merci. Allez, c'est bon. Allez, village. C'est bon, presque. Alors, tac, vous saluez. Et là, vous prenez les mains. Là, on se prend les mains. Et là, vous écartez encore plus, parce que là... Et là, vous faites 3 saluts avec les mains. Et on fait 3 saluts avec les mains. Donc certains comédiens vont faire la pause déjeuner, mais nous on va aller papoter avec le personnage de Janine. Marie-Bénédicte Roy, qui fait partie du casting de la pièce En attendant Albert. Alors, votre personnage, en quelques mots. Janine, c'est une fleuriste parisienne qui a du bon sens. Elle le dit, le bon sens, ça remplace les études. Et elle est très 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 amoureuse de son mari, qui va venir la rejoindre au fond du trou, mais elle va apprendre des choses qui vont pas lui plaire. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Le metteur en scène, Olivier Masset, m'a envoyé un texte en me disant: si ça te plaît, tu me dis. Moi, dans ces cas-là, je le lis très vite. Puis en plus, il m'avait parlé des camarades avec qui j'allais jouer. Je connaissais bien, donc j'avais envie. Donc j'ai lu, et puis le lendemain matin, paf paf, je l'appelle, je lui dis OK pour le projet, et puis c'est parti pour les répétitions. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans cette pièce? Qu'en fait, on voit le conflit des générations et ça c'est vraiment intéressant. Et pour les femmes aussi, la condition féminine qui a beaucoup changé entre les années 60 et maintenant grâce aux féministes. Et puis donc ce côté un petit peu féminisme me plaisait bien. Nous, comme on est un peu plus âgés que les autres, on a du mal avec toutes les nouvelles technologies. C'est pour ça que ça va toucher les gens de tous les âges, parce que ça va s'adresser aussi aux personnes plus âgées qui vont comprendre que c'est pas facile de se maintenir à niveau, quoi. Cette pièce traite aussi de la mort. Est-ce que du coup ça a changé votre vision sur ça, sur la mort? Bah non, parce que je sais très bien que c'est... Enfin, je crois que c'est pas comme... Je sais pas d'ailleurs, on peut pas savoir. Et puis c'est vrai que moi, de toute façon, j'ai peut-être pas assez de croyances. J'ai la trouille. J'ai la trouille de mourir comme beaucoup. Et d'ailleurs, je me dis toujours, c'est dommage, quoi. Je suis pas une croyante dans n'importe quelle religion, mais parce que j'aurais pas peur. Et là, moi je pète de trouille, hein. Puis plus ça va, plus... Comme disaient nos grands-parents, ça va très très vite, et on s'aperçoit que ça va très 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 vite. De plus en plus vite. Et voilà, et c'est ça. Et c'est ça le problème. Combien de temps vous avez mis à apprendre le texte? Je suis assez rapide, moi. Donc là, je savais qu'il fallait que je l'apprenne vite, donc en 1 semaine, 15 jours. Normalement, il faut 1 mois pour bien le savoir. Mais ça dépend. Mais en plus, comme j'ai tourné pour des séries comme Plus belle la vie, où on apprend le texte la veille pour le sortir le lendemain. Par exemple, je serais incapable de jouer la pièce 1 mois après, en fait. Et c'est un système de mémoire qu'on garde le temps de jouer, et après, c'est fini. Vous êtes une actrice complète. J'ai vu aussi, en regardant un petit peu votre CV, que vous avez aussi fait des émissions de radio. Est-ce que c'est le même métier d'être au théâtre, à la télévision ou à la radio? C'est le même métier, oui, parce qu'on crée. De toute façon, on est comédien, donc on crée un personnage. À la radio, moi, c'est des fictions que je fais beaucoup pour France Culture, France Inter. Donc c'est pareil, on le crée, le personnage, on travaille dessus. Théâtre, c'est pareil, ça dépend ce qu'on joue, mais par exemple, l'année dernière, j'ai joué Séraphine de Senlis, j'ai tout bouquiné, j'ai tout lu, j'ai lu des bouquins sur la schizophrénie, sur la folie de l'époque. Donc en fait, on s'imprègne, et puis après, ça se dégage sur scène directement, comme ça va s'imprégner directement devant une caméra. Mais c'est beaucoup de travail. Est-ce que vous préférez le théâtre, les séries? Pas de préférence. Moi, j'aime tout. Parce qu'à chaque fois, un personnage, t'as des copains, t'as des camarades. Voilà, tu joues. Alors là, on vient de finir le filage. La première, c'est dans 2 jours? Oui, dans 2 jours. Comment on se sent juste avant la première? Le trac, évidemment. Beaucoup de trac, mais j'ai appris à le gérer depuis le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques? Non, faut se dire qu'il n'y a pas mort d'homme, et puis qu'on se rattrapera toujours. Puis de toute façon, il y a toujours le miracle. Moi, je redoute, c'est pas la première, c'est la seconde. Parce que la première est passée, la seconde, il y a comme un petit flottement, un petit relâchement, et c'est là qu'on se plante. Je dis, il n'y a pas mort d'homme, et puis le plaisir, puis les gens, même s'il y a des fous rires, des choses comme ça, petit accrochage. Justement, ils sont là, c'est spectacle vivant, ils sont pas au cinéma. Au cinéma, on va reprendre, alors que là, non. Ils ont droit au live.
Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène? Oui. Vous pouvez nous le dire? Moi, je fais wa pour voir si la voix passe. Et hormis la pièce En attendant Albert, est-ce que vous avez d'autres projets ou vous travaillez sur d'autres choses en ce moment? Là, je joue 2 pièces en province. Il y a un visuel qui s'appelle Papy Mamie, qu'on va jouer en Avignon cet été. C'est très poétique, c'est très joli, et il n'y a pas de paroles. Donc on n'a pas la peur d'oublier le texte, mais c'est quand même une partition musicale. J'ai ma Séraphine de Senlis que je joue aussi. Et puis j'ai Chat en poche de Feydeau. Et puis oui, on en a 10 000. Pas 10 000, mais beaucoup, parce qu'en fait on fait beaucoup de lectures dans les théâtres parisiens, puis après ça se monte ou ça se monte pas. Et là j'attends, j'ai fait des essais pour 2-3 choses et j'attends les résultats des courses. Et à la télévision, on va vous revoir bientôt? Peut-être. Là je peux pas dire. Je vous remercie. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Paloma. Et qu'est-ce que tu fais sur cette pièce, Paloma? Je fais le montage et démontage du décor. Et comment t'es arrivée ici? Je suis en stage dans cette pièce. Parce que je suis la fille de Jeanne Savary, donc de Virginie, si je dis pas de bêtises, dans la pièce. Tu fais ça tout le temps? Je suis en études d'événementiel, donc c'est autour du théâtre, cinéma, musique et tout. Je peux un peu tout faire dans mon école. Tu veux faire quoi plus tard? Quand tu seras grande? Quand je serai encore plus grande que maintenant, je pense que je voudrais travailler dans les décors. Voilà, donc je pense que je sais pas vraiment quoi, mais dans les décors. Cinéma, théâtre? Ouais, les deux. Qu'est-ce qui te plaît plus? Je pense le cinéma. Je sais pas vraiment pourquoi, mais le cinéma me plaît plus que le théâtre, je pense. C'est moins régulier et moins répétitif. T'as déjà été sur un tournage cinéma ou série? Ouais, sur du coup le tournage de ma mère. J'ai aussi fait de la figuration et dit 2 phrases dans un film dans le sud de la France. Chaque fois, je kiffais trop l'ambiance. Et j'ai aussi fait assistante déco sur un moyen métrage, donc ça c'est sympa. Et la comédie, ça te branche pas? Je sais pas pour l'instant, mais c'est vrai que plusieurs personnes me le disent. Mais j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais petite, donc je pense pas que ça compte. Et je te remercie. Et merci beaucoup. Voilà. Le 2e épisode du podcast Les coulisses de Marilyn consacré à la pièce En attendant Albert est terminé. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un 3e épisode dans lequel nous continuerons à faire connaissance avec le casting de cette comédie décapante, notamment Jeanne Savary. Nous irons aussi recueillir les avis du public après la représentation. Je tenais à remercier vivement toutes les personnes qui ont participé à ce podcast pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur accueil. Je vous dis donc à bientôt. Bisous bisous.